La bataille de Salamine a été un événement déterminant dans l'histoire occidentale. Tout ce que nous associons à l'âge d'or grec du 5e siècle, à savoir la démocratie, les arts, la littérature, l'histoire, les débats philosophiques sur les régimes politiques, tout cela n'aurait pas été possible sans la victoire de Salamine. Après avoir écrasé la tyrannie, Athènes la démocrate entreprend de bâtir son propre empire. Ils avaient compris que le retrait des Perses laissait un vide en mer Égée. Si les Grecs n'asseyaient pas leur hégémonie, les Perses ne manqueraient pas de revenir. Les Athéniens ne pouvaient le permettre. Les cités-États grecques qui bordent la mer Égée se confédèrent sous l'égide d'Athènes pour parer à toute contre-attaque perse. C'est ce que les historiens appellent la Ligue de Délos, d'après le nom de la petite île où les alliés élisent leurs quartiers généraux. Délos est une terre sacrée. Elle a vu naître Apollon et Artémis. Je suis d'accord avec les Grecs pour dire que les dieux des vents marins et du ciel hantent les lieux. C'était vraiment judicieux d'établir le siège de la Ligue ici. C'est une île neutre, que l'on dit sacrée. Un voile de mystère et de superstition plane dans toute l'île. Elle impose un respect religieux. La Ligue est un franc succès. Plus le temps passe, et plus Athènes, forte de sa puissance navale, s'impose comme leader de la Confédération. Les cités-États plus petites n'ont pas assez d'hommes pour constituer des forces militaires et navales permanentes. Athènes fournit les hommes et ses alliés les finances. Chacun y trouve son compte. La construction du temple d'Apollon célèbre la fondation de la Ligue et abrite son immense trésor. Mais au bout de 20 ans, les travaux s'arrêtent, ce qui est plutôt étonnant, car c'est à ce moment-là que le monde grec est le plus prospère. Mais il y a une explication à cela. La Ligue ne construit plus rien sur Délos, car le trésor est transféré dans l'enceinte d'Athènes elle-même. Les alliés qui essaient de quitter la Ligue se voient contraints par la force de retourner sous l'hégémonie athénienne. Ce qui était à l'origine une coalition en vue d'une défense mutuelle prend des allures d'empire. Qu'est-ce qui alimente cette soudaine soif de puissance athénienne? Et si l'impérialisme démocratique se réduisait à un simple besoin économique? Les céréales sont au monde antique ce que le pétrole est au nôtre. Celui qui contrôle l'approvisionnement de grains tient les rênes du pouvoir. L'orge et le blé sont à la base de l'alimentation grecque. Toute pénurie entraîne une famine. Mais autour d'Athènes, ce ne sont que de vastes étendues rocailleuses et peu fertiles. Cette région est aujourd'hui habitée, mais ces clichés pris par la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale montrent les terrasses où les Grecs anciens tentaient désespérément de tirer leur subsistance du sol. Au 5e siècle, Athènes a beau être à son apogée, elle a quand même besoin de se nourrir. Athènes doit importer ses céréales, comme en témoignent des archives découvertes dans un endroit plutôt inattendu. Les archéologues fouillaient les canalisations de l'Agora quand ils ont trouvé des inscriptions faisant état de tribus versées à Athènes. Il est question ici d'impôts. Les Athéniens demandent à leurs concitoyens à l'étranger de payer leurs impôts non pas en argent, mais en tonnes en céréales. L'historien Alfonso Moreno va nous parler de l'importance de l'approvisionnement en céréales dans les rouages de l'Empire. Cette terre est bien plus fertile que celle d'Athènes. Il a trouvé toute une série de places fortes athéniennes sur l'île fertile de Bé. Athènes avait conquis le Bé et réduit sa population en servitude. Quel malheur de vivre sur une terre fertile et ouverte. Cela excite toutes les convoitises. Oui, surtout si elle se trouve séparée seulement par un étroit chenal d'une cité comme Athènes.
En s'appuyant sur quelques rares cartes et études, Alfonso a découvert un ensemble de forts qui n'ont pas encore été fouillés. Ils sont comme autant de preuves que les Athéniens, génération après génération, ont mobilisé de vastes ressources pour conquérir et défendre le plus de terres possible en Eubée. Ils sont allés jusqu'à évacuer toute la population de cette partie de l'île par la force. Combien de personnes en tout? D'après mes estimations, dans les 50 000 habitants. Ils ont été déplacés pour laisser la place à 1000 ou 2000 Athéniens. Je me demande si les gens se sont rendus compte que la démocratie n'était pas nécessairement un bienfait. Cette stèle témoigne de la toute-puissance de l'Empire athénien. La pierre est entièrement recouverte d'inscriptions qui dressent la liste des villes devant un tribut à Athènes, de la Palestine à la mer Noire. Il manque de nombreux fragments, mais cela donne une bonne idée des sommes qui affluaient dans les coffres de l'Acropole. Le contrôle de l'Eubée et les projets d'impérialisme colonial font partie de la politique menée par le plus puissant aristocrate athénien, Périclès. Le peuple l'adule. Thucydide écrira que sous son égide, Athènes avait pour nom démocratie, mais qu'elle était de fait gouvernée par un seul homme. Périclès ne faisait que suivre une longue tradition qui consistait à offrir aux Athéniens des butins toujours plus importants. L'Eubée en est une preuve éclatante et la dernière en date. Ça fait froid dans le dos d'imaginer les aristocrates se tenir là, face à la mer, en se demandant sur quoi ils allaient jeter leur dévolu. C'était plus ou moins ce qu'ils faisaient. C'était une sorte de compétition. Un transfert de l'idéal archaïque exprimé dans les Jeux Olympiques à la scène politique. La démocratie était le moyen ultime d'entrer en compétition avec les autres membres de l'élite. Le peuple tirait de grandes richesses des invasions, des exploits aristocratiques de leurs dirigeants. Ils avaient les mines du Laurion, ils ont maintenant un empire. Les Athéniens ont plus d'argent qu'ils ne peuvent en dépenser. Périclès utilise cet excédent pour financer des projets monumentaux à la gloire de l'impérialisme athénien. En 447 avant notre ère, commencent les travaux de ce qui deviendra emblématique de la Grèce antique, le Parthénon. Le modeste temple d'Athéna, laissé en ruine après l'invasion perse, est reconstruit dans des proportions épiques. C'est la concrétisation de la vision péricléenne de la gloire athénienne. 15 années durant, citoyens, esclaves et métèques travailleront côte à côte pour ériger l'un des bâtiments les plus célèbres de l'histoire. Les millions de touristes qui visitent aujourd'hui l'Acropole déambulent dans un site couvert d'échafaudages. Les travaux de restauration jettent un éclairage nouveau sur la construction originale. Combien d'ouvriers ont travaillé ici sous Périclès? Il a fallu 200 personnes pour édifier le Parthénon. 200? Oui. Du matin au soir? Ils mangeaient sur place. On a retrouvé sur le site des os de poulet et des coquilles. De fruits de mer? Oui, ils devaient manger sur place, face à la vue panoramique sur Athènes. Fabuleux! Un pique-nique sur les hauteurs du Parthénon. Le bâtiment est orné de frises sculptées. L'une d'elles met en scène la très aristocrate cavalerie athénienne. Le Parthénon est le plus grand temple de Grèce. Toutes les cités importantes veulent afficher leur puissance. Le Parthénon sert à cela. L'expression du pouvoir. On parle toujours du Parthénon comme d'un temple. Ce que les gens oublient, c'est qu'il était à l'origine une banque. On y entreposait l'argent et les trésors. Aucun rite religieux connu n'y était pratiqué.
Non seulement on y gardait l'argent de la cité, le trésor de la Ligue, mais il a été construit avec cet argent. Loin d'être le symbole d'un hellénisme immaculé, il est celui de l'impérialisme d'Athènes sur les petits États vassaux, le symbole de sa propre glorification. Le projet cher à Périclès n'est pas au goût de tout le monde. Des factions s'insurgent de voir les démocrates prendre l'argent de la Ligue réservé à la défense des territoires grecs pour amadouer le peuple athénien. Ils expriment leur mécontentement à Périclès devant l'Assemblée. « Nos alliés doivent être outrés », clament-ils. Ils doivent voir comme un acte de tyrannie effrontée le fait que leur contribution, que nous leur extorquons par la force pour les défendre contre les Perses, servent en fait à parer et glorifier notre cité, à l'habiller comme une vulgaire prostituée. La réponse de Périclès est une défense de l'Empire et de son symbole le plus éclatant. Les Alliés n'ont fourni aucun cheval, aucun soldat, aucun navire. Tout ce qu'ils donnent, c'est de l'argent, dit-il aux Athéniens. Il n'est que justice qu'une fois les dépenses de guerre couvertes, une fois la sécurité des alliés assurée, Athènes emploie les richesses excédentes pour entreprendre des travaux publics. Ces ouvrages lui assureront une gloire immortelle. Son éloquence lui permet de justifier une politique de prestige qui gravera son nom à tout jamais dans l'histoire. L'impérialisme d'Athènes ne fait que se renforcer. Ceux qui lui résistent sont punis. Hommes, femmes, enfants sont massacrés. Il est dans la nature de l'homme, disent les Athéniens, de s'emparer du pouvoir quand il le peut. Les plus forts font ce qu'ils veulent. Les faibles ne peuvent que l'accepter. Au nom de la démocratie, ils continuent de mener une politique expansionniste qui va finir par dresser contre eux des cités-États rivales jadis alliées. En 432, les Athéniens doivent faire face à un ennemi redoutable. Il s'agit de la plus grande force militaire du monde antique, Sparte. Le dénouement est digne d'une tragédie grecque. C'est Sparte, une cité totalitaire qui va libérer la Grèce tombée sous la tyrannie d'Athènes, la première démocratie du monde. Périclès conduit Athènes dans une guerre désastreuse. Même s'il persuade ses concitoyens, grâce à sa formidable éloquence, qu'il meurt pour la bonne cause. Lors de la cérémonie annuelle aux hommes tombés pour la cité, il donne un dernier discours passionné pour la défense de la démocratie et d'Athènes. Je pourrais vous dresser la longue liste de ce qu'il y a à gagner à vaincre son ennemi. Mais je préfère que vous gardiez votre regard braqué sur la grandeur d'Athènes.